Et maintenant, l'invité de la matinale. Souvenez-vous, c'était il y a 3 semaines. Habemus Papam, le latin, surgissait à la radio et sur vos écrans à l'occasion de l'élection du pape. Le latin, le grec, ils sont partout dans l'étymologie et le vocabulaire. Alors à quoi servent-ils? En quoi sont-ils des vecteurs de culture et un moyen de s'intéresser à l'histoire de l'Antiquité? Je pose la question à Guillaume Diana, c'est notre invité ce matin. Guillaume Diana, bonjour. Bonjour David. Vous êtes professeur de lettres classiques en collège dans les Hauts-de-Seine, c'est ça? C'est ça. Et vous enseignez le latin et le grec ainsi que les cultures antiques. Vous êtes également l'auteur de vidéos sur YouTube et Instagram. Dites-nous d'abord pourquoi, comment, quand vous êtes-vous passionné pour ces langues mortes? Car vous êtes assez jeune. Quel âge avez-vous? 35 ans. Vous avez 35 ans et enseigner le latin et le grec a été une vocation. C'est ça. Et même enseigner le français, puisque oui. En lettres classiques, on enseigne les trois disciplines quand on a la chance d'enseigner le grec. Et d'où ça vient? D'une curiosité que j'avais dès l'enfance pour les mondes anciens, enfin l'histoire en général, mais vraiment l'histoire ancienne. Et en particulier aussi pour les mots, l'histoire des mots, l'étymologie, c'est ça qui m'attirait. Donc je pense que mes profs de primaire ont eu un effet vraiment important sur cette passion. Et après c'est plutôt du hasard. En 5e, quand il fallait choisir une option, oui, j'ai choisi latin pour voir ce que ça donnait. Puis c'était assez sympa et j'ai continué jusqu'au lycée et même après. Vous aviez le choix entre l'occitan et le latin. Oui, c'est et ça. Plutôt qu'une langue régionale, vous avez choisi une langue morte. C'est ça, oui. Même si désormais je défends aussi l'occitan, à l'époque j'avais une petite dent notamment contre le prof. Donc voilà, l'initiation m'avait plus intéressé en latin qu'en occitan. Le prof, c'est important. Vous en êtes la démonstration. Il faut que le prof soit engagé, passionné pour que ça marche. C'est ça, c'est toujours. On se souvient toujours des excellents profs qu'on a eus et en même temps aussi on se souvient parfois des pires. Alors aujourd'hui on est dans un monde un peu aquaboniste, utilitariste. Ça fait 20 ans qu'on nous rebat les oreilles. La langue de demain, c'est l'informatique. Faut faire du codage. Ils se sont totalement plantés d'ailleurs, puisque le codage ou le développement informatique, c'est plutôt les IA qui vont le faire demain. En quoi est-ce utile pour les jeunes d'aujourd'hui de choisir option latin ou grec? J'ai lancé un appel à nos auditeurs, j'aurais demandé ce que vous en avez fait. Tous ceux qui nous ont répondu en ont fait et aucun ne le regrette. Très bien, ça déjà c'est assez positif. Donc l'intérêt, évidemment du point de vue culturel, c'est le moment où on apprend énormément de choses. Donc sur l'histoire des racines justement. Donc on va revoir je pense au programme notamment. On part de la guerre de Troie, si on parle de la mythologie, on part de la guerre de Troie jusqu'à la fondation de Rome et on coule jusqu'à la fin de l'Empire quand on peut aller jusque là. Donc au niveau culturel, on va passer par de la littérature, par de l'histoire de l'art aussi. On fait beaucoup d'histoire de l'art en ce moment. Et je pense aussi il faut le voir comme une nouvelle langue. Alors qu'on va pas forcément parler, je pense qu'à un moment on va aussi revenir sur le point du latin parlé, mais ça reste un raisonnement. Donc que ce soit le latin ou le grec, mieux encore quand on fait les deux, on voit différents systèmes de pensée, différentes manières d'exprimer les choses, donc ça c'est vraiment intéressant. Et d'un point de vue très pragmatique, je rappelle à mes élèves que au brevet notamment, on a des points bonus pour le... Et ça compte les points bonus? Ah ben bien sûr, 20 points bonus sur l'ensemble du brevet, ça c'est toujours important. Est-ce que le fait d'avoir fait un peu de grec, un peu de latin, rend la navigation dans le français plus agréable plus tard? Est-ce qu'on le lit différemment? Est-ce qu'on l'entend différemment? Un peu comme si on avait des clés que les autres n'ont pas? En fait, c'est exactement ça. L'idée de la clé est vraiment la meilleure image, puisque on va pouvoir comprendre certains mots, même si on les découvre pour la première fois. On voit avec le vocabulaire scientifique notamment, on a des animaux qui sont nommés, notamment là en ce moment des dinosaures qui sont redécouverts ou carrément inventés. Je pense au prochain blockbuster qui va sortir cet été autour de l'univers de Jurassic Park. Mais quand on a un Defectus Rex qui apparaît, on comprend tout de suite que défectus, ça veut dire qu'il est défectueux. Donc on voit le lien avec le tyrannosaure, ouais. Mais il est problématique. Ça vaut pour les plantes aussi. Ça vaut pour les plantes, voilà. Et pour le français en général, c'est évident que le latin comme le grec apporte, comme vous l'avez dit, des clés de lecture, et peut-être qu'on prend un peu de recul aussi sur le langage et que on va comprendre
pourquoi l'auteur a utilisé tel mot et pas un de ses synonymes. Par exemple, vidéo, vous confirmez que ce mot qui est utilisé sans arrêt à l'ère d'Internet, vidéo, ça veut dire je vois ? C'est ça, tout simplement. Tout simplement. Guillaume Diana, on va écouter un extrait de l'une de vos vidéos. Il s'agit d'expliquer d'où vient l'expression « Aléa Jacta Est ». Je l'ai mise sur la longueur parce que c'est très clair et très intéressant. Aléa Jacta Est, le sort en est jeté ou les dés en sont jetés. C'est une formule qui a été utilisée par le célèbre Jules César. Bon, lui-même ne l'a pas écrit dans ses propres travaux historiques. On retient surtout les biographes Suétone et Plutarque. Et d'ailleurs Plutarque qui le dit bien mieux en grec, anerifto kubos, qui entend bien l'idée de cube. Et revenons à l'histoire. On est en 49 avant Jésus-Christ, en pleine crise politique. Et Jules César se retrouve devant le Rubicon. Ce cours d'eau marquait la limite que César ne devait pas traverser avec une armée pour revenir vers Rome. Il pouvait rentrer, mais pas comme dux bellorum, donc pas comme chef de guerre. Mais César est un sacré casse-cou. Et il désobéit au Sénat, il franchit le Rubicon et prononce la célèbre phrase « Aléa Jacta Est ». Guillaume Diana, prof de latin et de grec en collège. Quand on a dit, on va faire du latin et du grec, mais on va ajouter les cultures latines, on va ajouter une culture générale sur nos racines gréco-romaines. Il y a beaucoup de grincheux qui se sont élevés en disant, mais on va arrêter de faire de la grammaire ou des déclinaisons, etc., etc. Mais finalement, quand on vous écoute, ces cultures latines, cette histoire romaine ou grecque, c'est le meilleur moyen de donner envie de le parler et de l'écrire, ce latin-grec. Ah oui, c'est évident. Si on propose aux élèves de lire des petits textes sur des personnages, sans parler directement de la grammaire, je pense que c'est plus attirant que dire attention, on va apprendre l'ablatif absolu. Et là, je pense que certains ont des poils qui se hérissent parce que c'est quelque chose qui reste ancré, les déclinaisons, rossa, rossam, on l'a en tête. Mais désormais, l'apprentissage du latin et du grec se veut un peu plus doux, on va dire, moins descendant en tout cas, et plus adapté au texte. Là, je pense qu'il y a une dynamique qui était en cours pour rendre le latin plus accessible. Et oui, on entre dans une vraie culture, toujours dans l'idée des racines. C'est ça qui est important. Guillaume Diana, je vais vous lire quelques messages de nos auditeurs. Vous allez voir que vous êtes sur Radio Classique en terrain ami. Claudie nous dit « J'ai fait du latin à études secondaires et du grec à l'âge adulte, enseignement qui devrait être obligatoire et surtout pour les études de médecine, ce qui est très utile. » On a aussi un message de Françoise. « J'ai fait du latin de la 6e à la terminale et je m'en trouve toujours très bien. » Un autre message. « J'ai fait du latin, études secondaires et du grec à l'âge adulte. » Ça, je l'ai déjà lu. Mais enfin bref, aucun ne regrette pour la culture générale, pour l'étymologie, pour le plaisir de connaître bien les mots. Les méthodes pédagogiques, elles ont changé ou pas ? Moi, je me souviens, ma mère me faisait réciter mes déclinaisons latines, les mains dans le dos, pas pour me gifler, mais pour que je reste concentré, un peu comme je récitais mes tables de multiplication. Ça, quand je vous écoute, j'ai l'impression que tout a changé. Alors, on va varier les méthodes. On a toujours des collègues qui font l'apprentissage des déclinaisons, et c'est vrai que c'est plus rassurant. Mais ça dépend. On va vraiment partir peut-être sur quelque chose qui ressemble un peu plus à l'apprentissage de l'allemand, qui est aussi une langue à déclinaison, mais au lieu d'apprendre une table de déclinaison en entier, ce sera un cas en particulier parce qu'on va utiliser telle chose dans la phrase. Voilà. Et toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est puisque l'enseignement, c'est langues et culture de l'Antiquité. En effet, il faut qu'on appuie aussi sur l'aspect culturel. Il faut raconter des histoires. Voilà. Et donc là arrive la mythologie, les conquêtes romaines, les dieux et les déesses grecques. Pourquoi ça les fascine ? Alors pour moi, c'est à la fois les personnages humains qui sont débordants d'énergie et de problèmes et qui se dépassent, et les dieux qui sont vraiment très humains. Puisqu'on va avoir un Zeus qui va partir dans tous les sens, une Héra jalouse, on va avoir des problèmes de cœur entre les différents personnages. Donc, et de sexe. Et de sexe, les dieux sont obsédés sexuels, ils passent leur temps à faire des bâtards, des demi-dieux, à se piquer les femmes, et inversement d'ailleurs. Et généralement, ce qui est très drôle, c'est que dès qu'il y a un rapport sexuel, tout de suite, il y a fécondation.
Voilà, il y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est intéressant pour des ados. Oui. C'est intéressant de le savoir, ouais. Voilà. Il y a fécondation et c'est ça qui les fascine. Donc, il y a la mythologie, elle est finalement très réaliste. Oui. C'est des dieux, mais en fait, ils sont comme nous. C'est ça. À peu près. Ils Et sont puis, pires que nous. des histoires cachées aussi. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Des histoires cachées. Parler des grands dieux, des grands mythes, c'est toujours très intéressant parce que là, justement, il y a un socle commun et une culture à avoir. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de parler des petits personnages de la mythologie et proposer justement donc, quand on voit le grand mythe d'Orphée et d'Eurydice, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir le personnage d'Aristée donc faire un pas de côté. Donc voilà, c'est aussi ce que je fais en classe, ce que je fais sur un podcast par ailleurs. Voilà, pour moi, c'est vraiment important d'amener la culture en général et aussi les petites histoires notamment de la mythologie. Parlez-nous d'Aristée. Aristée. Alors c'est justement ça a été le premier épisode du podcast, donc par le petit bout du mythe, et c'est la cause de la mort d'Eurydice parce que c'est lui qui était amoureux d'Eurydice et qui l'a poursuivi le jour des noces d'Eurydice et d'Orphée. Et c'est à cause de lui qu'Eurydice a été piquée par le serpent puisqu'elle s'est enfuie et voilà, un serpent se cachait non loin et l'a mordu. Mais en fait, Aristée, il est lié aux abeilles, au miel, puisqu'il est un dieu agraire, en fait, chez les Romains notamment. Et c'est grâce à lui que les abeilles qu'on a eu un renouvellement des abeilles, qui avait totalement disparu. Et il y a un système un peu magique. Il utilise un corps de bœuf en putréfaction pour faire renaître des abeilles, puisqu'on a le mythe de la génération spontanée dans les textes antiques. C'est Arnaud Montebourg de l'Antiquité, quoi. Un peu. Et c'est aussi le père d'Actéon qui se fait chasser par Diane. Guillaume, Diana, est-ce que choisir latin grec, c'est la garantie, comme autrefois choisir l'allemand, de se retrouver dans de bonnes classes avec de bons élèves et des bons profs? Pas toujours. Pas toujours. Déjà, alors, les profs, on va bien garder en tête que les équipes varient à chaque fois d'une année sur l'autre. Donc on va pas, voilà, on change. On a des classes plus difficiles que d'autres selon les années. Mais au niveau des dynamiques générales, alors évidemment, on va rassembler des élèves sur des classes à option, mais on va souvent les répartir sur plusieurs classes. Donc oui, on va avoir peut-être un niveau légèrement plus élevé, mais on va pas être comme avec des classes latin, grec, allemand d'autrefois. Surtout que le nombre d'élèves a bien diminué, même depuis l'époque où j'ai été élève. Vous avez un confrère qui nous écrit, il nous dit « Quand j'étais professeur au lycée professionnel, je faisais apprendre les racines grecques et latines aux élèves. » Un autre qui nous dit « J'ai découvert le latin grâce à Goscinny dans Astérix. » Est-ce que les albums d'Astérix sont un prétexte pour vous pour parler de latin avec vos élèves? Alors oui, j'utilise la bande dessinée, aussi Alcibiade Didasco, qui est vraiment très bien comme BD historique, en tout cas assez drôle. Donc oui, passer par la bande dessinée, notamment avec Astérix, c'est vraiment génial. La nouvelle série qui vient de sortir est aussi la preuve qu'on peut continuer à faire des blagues, même avec des mots en us pour faire un peu latin ou en a quand on veut féminiser. Un dernier témoignage avant qu'on se sépare. Roland, dans mon collège modeste de l'Hérault, un professeur de français formidable avait décidé de créer une section grecque ancien et mis à profit l'initiation aux langues anciennes de la classe de 5e pour mobiliser un nombre suffisant d'élèves. C'est ainsi que, réunissant le minimum de 5 élèves, dont moi, une classe de grec ancien avait été créée, que j'ai suivie de la 4e à la terminale. C'est formidable. Voilà, je regrette un peu de ne pas avoir fait de latin, mais il est toujours temps de vous y mettre, cher Roland. Vous allez sur Internet et vous suivez le podcast de Guillaume Diana. Son pseudo, c'est le prof de latin grec, y compris sur Instagram. Et si vous voulez voir Guillaume Diana en toge, c'est-à-dire en costume traditionnel de sage enseignant le latin et le grec, vous allez soit sur mon compte Instagram à moi, soit sur le sien. Surtout, vous découvrirez surtout ces vidéos. Guillaume Diana, un immense merci. Merci à vous. Pour ces racines gréco-romaines que vous essayez de transmettre aux élèves. À suivre, le rappel des titres, la revue de presse et notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert, l'homme qui ne fait jamais le pont. Radio Classique, il est